Je demande d'être placé en garde à vue pour non-port du masque réitéré. Je ne sors pas d'ici tant que je ne suis pas placé en garde à vue. On a quelque chose qui se passe dans ce pays qui est très grave. On a atteint déjà la masse critique. La paix civile elle-même est menacée. Avis de contravention. Avis de contravention. Avis de contravention. Tout ça, c'est des avis de contravention, c'est ça? Ouais. Tu as reçu toutes ces amendes? Oui. J'ai bien envie que tu nous expliques ça. Ok. Nous sommes avec Karim Moutawakil et on va comprendre le comment du pourquoi. A tout de suite sur NFCA Média. Salut NFCA Média, ici Karim Moutawakil, mafieux du cœur. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, quand on se fait mettre à l'amende, en retour, on peut mettre à l'amende. Et je demande d'être placé en garde à vue pour non-port du masque réitéré. Je ne sors pas d'ici tant que je ne suis pas placé en garde à vue. Oui, donc vous en garde à vue. Parce que non, c'est pas 135 €, je l'ai fait plus de 4 fois dans le mois. Je souhaite obtenir le procès. Je dénonce ce que la loi qualifie aujourd'hui de délit, à savoir le non-port du masque 4 fois d'affilée. Dans ce live Facebook, j'ai voulu mettre en avant ce que je tente de dénoncer depuis près d'un an. On a quelque chose qui se passe dans ce pays qui est très grave. On a des violations multiples du droit fondamental, de la Constitution, des traités internationaux et des fondamentaux du droit même français. C'est-à-dire qu'on a une locution latine en droit qui dit que ça ne peut pas être bis in idem. C'est-à-dire que pour un même acte, un non-port du masque, pour le cas présent, on ne peut pas avoir d'abord un procès verbal à 135 € qui est une sanction administrative, avoir 4 procès-verbaux comme ça, donc on est sanctionné à chaque fois 135 €, et après, par-dessus ça, une fois qu'on a les 4, qui nous sanctionnent au pénal pour ces mêmes faits. C'est-à-dire qu'il faudrait normalement, si on avait des gens au pouvoir qui connaissaient la loi, mettre un paragraphe dans le décret qui dirait qu'à partir du 5e, on est soumis à une sanction pénale, dans le même mois calendaire. Aujourd'hui, la loi est mal écrite. J'ai pris le choix, qui nous est donné notamment par la charte du patient hospitalisé et le consentement libre et éclairé, de considérer que, étant donné la situation, mon consentement n'a pas été recueilli. Il est en plus ni libre ni éclairé puisqu'il est sous la contrainte. Donc je fais en fait un respect de mes obligations de citoyen et de mes droits de citoyen, c'est-à-dire que quand j'estime, au regard de la situation scientifique, médiatique, de ce que j'ai pu recueillir comme info, parce qu'on est perdu, même les grands scientifiques du monde entier ne sont pas d'accord entre eux. Donc à partir du moment où il n'y a plus de certitude, la seule chose qui peut faire office de gouvernail pour se diriger dans cette crise mondiale, c'est son propre bon sens et son propre jugement. Et c'est ça que je voulais mettre en lumière, c'est que personne n'a la vérité aujourd'hui sur le comportement à adopter, puisqu'aucun État mondial ne fonctionne pareil pour gérer cette crise. C'est que par définition, il n'y a pas une seule recette. Alors, la charte du patient hospitalisé, c'est quelque chose qui garantit à une personne entrant dans un service hospitalier ou clinique, avant tout acte médical ou chirurgical, de se voir expliquer les choses de manière claire, intelligible, adaptée et à sa culture, à sa langue, pour recueillir en fait un consentement, c'est-à-dire un accord. Et pourquoi il faut qu'il soit libre et éclairé? C'est parce que lorsqu'on subit des pressions, quelles qu'elles soient, de type oppression, on n'est pas libre dans son choix. Pourquoi éclairé? Parce qu'on doit avoir reçu suffisamment d'informations au regard de ce que le contexte permet d'apporter, que ce soit scientifique ou émotionnel ou cognitif, pour que ce consentement soit éclairé. Je suis assez loin de vous, madame, vous n'avez rien à me dire. Ils ont le droit d'avoir besoin de mettre le masque, on a le droit d'avoir besoin de ne pas le mettre. Alors j'ai pas voulu dénoncer le port du masque en lui-même. Ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui on sanctionne tout un peuple alors qu'on n'applique pas toutes les méthodes connues aujourd'hui pour lutter efficacement contre ce virus. On n'a pas le traitement, on n'a pas de politique vaccinale claire, on est sur du test en grandeur nature, d'une nouvelle technologie ARN messager qui s'apparente plus à de la thérapie génique potentielle. On peut avoir une transcriptase inverse qui permettrait, comme les rétrovirus le permettent, d'insérer une séquence génétique dans le génome humain et donc de créer des mutants, tout simplement, en tout cas des mutations humaines, mais comme c'est à grande échelle, on ne sait pas ce que ça va donner. Et en fait, on a une focalisation que sur le masque, que sur la distance et que sur du vaccin. Donc c'est un non-sens. Si on avait vraiment quelque chose qui était intelligible, on n'aurait pas ce débat mortifère qui crée des fractures tellement importantes dans la société que la paix civile elle-même est menacée.
Dans la loi, qu'est-ce qui permet de s'affranchir de ça? C'est que le code de la santé est finalement violé, puisqu'on a tout un arsenal d'outils qui ne respectent absolument pas les fondamentaux, ni de la Constitution française, ni du droit, qui voudraient contraindre des gens là où eux-mêmes ne se contraignent pas. Et surtout, on ne donne pas les moyens aux Français et aux Françaises d'avoir des masques en quantité suffisante, on l'a vu dès le début, mais même encore aujourd'hui, on interdit à des couturières qui avaient reçu les kits à assembler pendant le premier confinement et qui ont usé de leur temps pour fournir en urgence absolue et les hôpitaux et quelques rares cliniques et les forces de l'ordre, les agents de la paix qui contrôlaient tout ça, pour faire court, hein, on ne leur a pas donné les moyens et aujourd'hui on les mettrait dans une case de concurrence déloyale si elles continuent à donner des masques et on ne leur a pas donné la norme AFNOR. Enfin, c'est quand même fou de parler de responsabilité sanitaire quand dans le même temps on crée un business en fait. Donc on est clairement non pas dans une politique sanitaire mais bien dans une politique financière, encore une fois, de création d'un besoin initial, après d'un manque. Tout le monde va trouver que si ça manque, eh bien c'est légitime de payer ça plus cher. On retarde les livraisons, on fait en sorte de ne pas mettre en place de solutions viables sur le territoire pour assurer une souveraineté sanitaire. C'est quand même incroyable qu'un an après, nos masques continuent à arriver de Chine. Ce qui me dérange, c'est que ça ne vienne pas de France. Et qu'on ait des forces en présence, des couturières, des tisserands, des gens qui savent faire, qui ont les moyens artisanaux, semi-industriels et industriels, à qui on a retiré la capacité d'agir en tant qu'acteur de la politique sanitaire. Je mets donc le masque. Pour rentrer dans le commissariat central de Toulouse, il faut bien évidemment que je sois muni d'un masque et que mes intentions ne soient pas hostiles. Les forces de l'ordre, ça se passe très bien avec eux parce que maintenant on se connaît. On a eu le temps, pendant les procès-verbaux, de discuter. Ils m'ont questionné sur pourquoi je faisais ça. Il y a un dialogue qui s'est noué avec un respect mutuel qui est important et qui me permet en plus de leur expliquer qu'en plus je comprends dans quel merdier ils sont mis en étant en première ligne, sans moyens pour bosser, sans être soutenus par la hiérarchie, dans certains cas, quand il y a un scandale qui éclate alors qu'ils ont reçu des ordres. Ils sont confrontés, ces forces de l'ordre, moi je préfère les appeler les agents de la paix, à une explosion historique à nouveau des mal-être, des violences intrafamiliales, des violences extrafamiliales, des règlements de compte en tout genre, parce que, bien évidemment, quand on détruit l'économie, on se retrouve à créer une surcriminalité. Et donc moi, j'adresse aussi bien des réprimandes à certains policiers, parce que y en a qui se comportent mal, et quand ils se comportent bien et qui nous protègent, merci. Ça fait 10 mois que je demande la garde à vue quand je suis interpellé parce que je sais que je suis au-dessus des 4 procès-verbaux. Cette garde à vue va me permettre d'avoir une convocation en audience au tribunal et au tribunal, je vais pouvoir démontrer que c'est illégal, que pénaliser par-dessus une sanction administrative déjà effectuée sur ces actes-là, ça n'est pas légal. Et je vais pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place une médiatisation, un vrai débat de société, le moratoire, le référendum. Ils refusent et je ne sais pas pourquoi. Parfois, le fichier dit que j'ai des PV, il me le montre, et que je suis éligible à la garde à vue. Et parfois, ils me disent que non. Sauf que moi, j'ai des preuves manifestes. On ne peut pas faire plus manifeste que tout ça, là. Là, il y en a 24. Il y a plusieurs mois où j'ai dépassé les 4. C'était l'avant-goût pour leur démontrer que, et pour me montrer combien la peur de la sanction est plus efficace que la sanction elle-même. Donc, soit il y a une volonté manifeste de ne pas aller au bout de la sanction et donc à quoi sert cette loi. La question qui se pose, c'est jusqu'où la police nationale elle-même est d'accord ou pas avec notre gouvernement aujourd'hui. La 4e contravention dans le même mois calendaire, ça donne obligation à une mise en garde à vue, un signalement au procureur de la République, article 40 du Code de procédure pénale. Toute autorité constituée, si elle est mise au courant d'un devis ou un délit, a l'obligation de signifier au procureur de la République afin de mettre en œuvre des constatations. Ce rapport au commissariat, ce sera peut-être à l'hôpital. À l'hôpital. Et pourquoi donc, monsieur? Parce que vous avez peut-être besoin de soins. J'ai besoin de soins, parce que je demande à ce que la loi soit respectée dans ce pays. Un citoyen demande à ce que la loi soit respectée, vous lui proposez des soins psychiatriques. C'est exceptionnel. Tout d'abord, ils sont surpris. La garde à vue, tout le monde veut en sortir ou l'éviter. Ceux qui la demandent sont pas compris. Et souvent, les gens qui la demandent, la garde à vue, c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de perdre leurs moyens et c'est plus un appel au secours. Là, on est dans quelque chose de plus vicieux de ma part, c'est que je veux mettre en lumière à quel point ces personnes-là n'ont pas été formées assez ou ne souhaitent pas aller au bout de certaines choses. Je ne sais pas pourquoi ils n'appliquent pas la loi à ce moment-là. Je sais juste qu'ils sont déstabilisés et ils tentent l'intimidation. Leur premier réflexe, c'est de m'éloigner. Symboliquement,
je les mets peut-être en danger. Émotionnellement aussi peut-être, parce qu'il faut se souvenir qu'on a en face de nous, dans un commissariat, un nombre important d'individus qui sont des hommes, des femmes, qui ont eux aussi un avis sur la question, qui ont eux aussi subi des violences issus de la crise, qui sont confrontés en permanence à la violence. Ils ont l'uniforme qui les contraint à se comporter d'une certaine façon. On voit apparaître des policiers qui sortent du devoir de réserve et qui commencent à dire « bon, là, ça suffit, j'ai pas pris l'uniforme pour faire ça ». Parce qu'on leur demande de faire des choses qui sont en contradiction parfaite avec ce qu'on voit dans beaucoup de commissariats, des martyrs de la résistance à l'oppression, article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Lorsqu'il y a oppression, on a devoir de résistance, bordel. Ces policiers sont avant tout ici, dans leur uniforme, dans leur mission, pour protéger le peuple, protéger les intérêts supérieurs de la nation, et non pas les intérêts supérieurs d'un lobby qui aurait envie de faire plaisir à des copains, quoi. Alors ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Aujourd'hui, je suis en train de recevoir des menaces de l'État français. Je me propose de geler mes comptes en France. La nouvelle rigolote, c'est que je n'ai qu'un seul compte en France bancaire, que l'autre compte, c'est un compte nickel et que c'est pas un compte bancaire à proprement parler. Et qu'après, sinon, c'est des comptes à l'étranger que j'utilise pour choisir à qui je donne mon argent. Parce que, toujours pareil, il est hors de question que je continue à me faire rançonner. Je participe à l'économie française massivement en réinvestissant ce que je gagne dans des projets concrets. Je paye la TVA quand je fais mes courses, comme tout le monde. Une taxe qui ramène énormément d'argent à l'État. Et je suis entrepreneur. Donc à partir du moment où on nous dit, nous, d'être propres sur nous, et qu'on a en face des gens qui nous mentent, et finalement obéissent à une orientation européenne qui dit qu'il faut supprimer les TPE et les PME parce qu'il y en a trop, c'est pas concurrentiel, bon c'est bon, on n'est pas des lapins de 6 semaines, on a vu le coup venir, quoi. Donc stop. Bien évidemment, c'est le but. C'est ce que j'appelle l'audit de haine. Le but, c'est qu'on me déteste assez pour ne pas me protéger et que je prenne des coups. Si je prends des coups, en fait, je vais pouvoir me défendre. Parce qu'une fois que le glaive est sorti, la personne ne peut pas dire « mais non, vous avez mal compris, je voulais vous parler. Non, non, vous avez sorti le glaive. Donc maintenant, il va falloir assumer les copains. » Donc je vais dire un truc simple qu'a dit le président Macron, qu'ils viennent me chercher. Voilà, c'est tout. Alors, les conseillers, c'est des hommes, des femmes et des enfants. Les enfants m'apprennent beaucoup, qui en fait, par leur expérience, leurs compétences, leur façon de voir la vie, leur idéologie, ces gens-là sont, quand je disais conseil tout à l'heure, je pensais bien évidemment avocat, juriste, parce qu'on a un réseau d'avocats important. On a aujourd'hui, grâce à cette crise, des gens qui se sont révélés à eux-mêmes, qui ont dû se demander pourquoi ils en étaient là, quel était le sens de leur vie, quel était le sens de tout ça, comment s'adapter, comment survivre. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, sont des gens qui sont en cours d'éveil ou des éveillés. Moi, je suis en cours d'éveil, je ne suis pas encore éveillé. Je ne suis pas encore émotionnellement suffisamment structuré, je m'emporte encore assez. Et je m'entoure de gens qui ont fait un chemin et qui ont des expériences à l'international que j'ai pas, parce qu'ils ont une ouverture sur du polyculturel, du multiculturel. Ils ont vu des cultures tribales, des cultures ultra-citadines à l'étranger. Et ça, c'est génial, c'est très riche en fait. Et ça me nourrit et je les remercie pour ça. Alors, ça fait 25 ans que je me prépare. Moi, j'ai 39 ans, je vais faire 40 ans le 29 juin. Et depuis l'âge de 15 ans, moi, comme je suis issu d'une famille politisée, syndiquée, militante, c'est la norme chez moi. Et donc moi, la quête du pouvoir, au début, je me suis construit sur ça parce que je pensais que c'était comme ça qu'on allait mettre la paix dans le monde. J'ai évolué depuis et j'ai compris qu'en fait, c'était l'intelligence collective qui allait créer cette paix dans le monde. Et alors, pas la paix absolue, c'est un apaisement relatif, c'est-à-dire l'idée de Fondamentalia, pour dire son nom, c'est de devenir un État-nation qui permette de soutenir et subvenir aux besoins de tous les humains sur Terre et soutenir toutes les initiatives allant dans ce sens, qui existent déjà depuis parfois des millénaires. On a des gens qui font des choses autrement que nous, différemment que nous, mieux que nous, ça arrive souvent d'ailleurs. Ce qui compte, c'est regarder les communs et enfin permettre une véritable évolution de l'espèce humaine, une élévation spirituelle de l'espèce humaine et matérielle parce qu'il y en a marre. On a les moyens technologiques, on a les richesses, on a les terres cultivables, on peut les restaurer, on peut restaurer la microbiologie des sols pour faire en sorte que plus personne ne soit dans la survie, quoi. Et ça suffit. La pauvreté résulte de l'incapacité à penser le partage. C'est que ça en fait. Quand on est dans le partage, on est riche. Tout le monde. Il n'y a personne qui y perd. Alors c'est marrant parce que le virage de l'après-Covid, il a déjà été pris. On a atteint déjà la masse critique, c'est juste qu'elle est silencieuse. C'est une lame de fond. On a un choix civilisationnel qui se pose à tout un chacun. Est-ce qu'on s'accepte dans nos différences? Est-ce qu'on se confronte? Est-ce qu'on se détruit mutuellement? Jusqu'où on est prêt à aller dans l'orgueil pour dire que notre réalité est meilleure que celle de l'autre? La question se pose vraiment. Et je pense que beaucoup de gens ont répondu à cette question en disant « moi j'existe et toi ». Un utopiste pragmatique, c'est
Quand on reprend la définition de l'utopie, c'est quelque chose qui paraît impossible, irréalisable. C'est important ce mot « paraît » parce qu'on ne doit pas se fier aux apparences. Une utopie pragmatique, c'est une utopie qui prend en compte le présent, qui tire les leçons du passé et qui construit l'avenir dans quelque chose qui s'inscrit dans son environnement. Voilà l'utopie pragmatique, ce qu'elle est. Et des utopies qui se sont réalisées, il y en a plein. On en a plein dans l'histoire. Je rêve d'une société où on sera d'accord de ne pas être d'accord. Merci NFCA Média, ça fait longtemps que je veux venir vous rencontrer et de la rencontre disparaît l'ignorance parce que de la connaissance naît la confiance.